Le premier coup de froid de décembre donne toujours à Columbus un air de petite ville. Le ciel est bas. Le vent sent les gaz d'échappement et le bitume mouillé, et chaque vitrine se pare soudainement de paillettes, comme si la ville essayait de vous convaincre que tout est chaleureux et sûr. Cet après-midi-là, je suis sorti de l'hôpital où je travaille dans l'administration, mon badge se balançant encore contre mon manteau, et je sentais déjà la pression des fêtes monter dans ma poitrine. Pas la bonne pression, non. Celle qui vous crispe les épaules avant même que quoi que ce soit n'arrive. Ma voiture était garée au bout du parking, là où les lumières vacillent comme si elles aussi étaient fatiguées. Je me souviens du bruit de mes chaussures sur l'asphalte gelé, de la façon dont mon souffle formait un nuage avant de disparaître, et de mes doigts maladroits, engourdis, qui peinaient à trouver mes clés. Je m'étais promis de faire simple cette année. Un peu de shopping, un peu de sommeil, et peut-être, pour une fois, ne pas passer tout le mois à me préparer pour les attentes des autres. Mon téléphone a sonné alors que j'étais à mi-chemin de ma voiture. L'écran s'est allumé avec le papa, juste papa. Pas d'émoji cœur, pas de photo de contact mignonne, juste 4 lettres qui portaient en quelque sorte tout le poids de mon enfance. J'ai arrêté de marcher. Je n'y ai même pas réfléchi. Mon corps s'est simplement figé, comme il le faisait toujours quand il appelait, comme si j'étais encore une petite fille attendant de savoir si j'allais être félicitée ou réprimandée. J'ai fixé le nom sur l'écran une seconde de trop. Puis j'ai répondu, parce que c'est ce que je faisais toujours. Sa voix est parvenue, nette et claire, comme s'il était déjà en pleine conversation. Il n'a pas demandé comment s'était passée ma journée. Il n'a pas demandé si je conduisais, si j'avais une minute, ou si j'étais fatigué. Il est allé droit au but. Léna, Noël se passe chez moi cette année. 30 parents viennent. J'ai besoin que tu cuisines, que tu nettoies, et que tu serves toute la journée. Tout doit être parfait. Il y eut une pause, juste assez longue pour qu'il reprenne son souffle, comme s'il venait de me donner une liste de courses et s'attendait à ce que je la lui relise. À cet instant, j'ai senti quelque chose en moi se briser, doucement, silencieusement. Pas une rupture spectaculaire, pas une scène de film où une femme s'enfuit dans la neige. C'était plutôt comme un fil, tendu depuis des années, qui finissait par céder. J'ai pensé à toutes ces années passées à essayer de faire en sorte que les fêtes se déroulent sans accroc pour lui, à essayer de lui donner une bonne image, à essayer de mettre tout le monde à l'aise pendant que j'avalais ma propre fatigue comme si c'était normal. Si vous écoutez en ce moment, je dois vous demander quelque chose. Que faites-vous en écoutant cette histoire? Moi, j'étais debout sur un parking glacial après le travail, les clés à la main, fixant ma voiture comme si elle pouvait me sauver, pendant que mon père m'assignait calmement une autre fête que je n'avais jamais acceptée. Il a continué à parler comme si mon silence était un consentement. Il voulait que ce soit haut de gamme. C'étaient ces mots. Haut de gamme, pas simple, pas chaleureux, pas un repas où chacun apporte quelque chose et où l'on en rit. Haut de gamme, comme dans un magazine, comme s'il pensait que le bon centre de table pourrait masquer les fissures de notre famille. Assure-toi qu'il y ait de la bonne nourriture, dit-il, pas des trucs bon marché. Les gens voyagent. Ils s'attendent à quelque chose de bien. Je pouvais entendre le faible son d'une télévision en arrière-plan de son côté, comme s'il se prélassait tout en planifiant mon labeur. Je pouvais l'imaginer dans son fauteuil, les épaules détendues, la télécommande à la main, s'imaginant déjà les compliments affluer. Il n'a pas dit merci. Il n'a pas dit s'il te plaît. Il n'a pas dit, peux-tu m'aider? Il a dit, j'ai besoin que tu fasses ça. Ma gorge s'est nouée. Une partie de moi voulait protester. J'avais tant de mots prêts, empilés comme des boîtes dans un placard, je travaille à plein temps. Je suis fatigué. Je ne peux pas prendre des jours de congé juste pour préparer ta fête. Pourquoi invites-tu 30 personnes sans me le demander? Pourquoi supposes-tu toujours que je le ferai? Mais je savais comment cette conversation se déroulerait. Papa deviendrait silencieux, de cette manière qui signale que vous êtes sur le point d'être qualifié de difficile. Il dirait que je faisais toute une histoire pour rien. Il dirait, la famille s'entraide. Il dirait, maman serait déçue de moi. Maman. Même après sa mort, il l'utilisait encore comme un levier. J'ai ravalé mes mots. J'ai senti ma mâchoire se crisper, mes doigts se refermer si fort sur mes clés qu'ils s'enfonçaient dans ma paume. Puis ma voix est sortie, comme si elle appartenait à quelqu'un de plus courageux que moi. Bien sûr, papa. Il a émis un son satisfait, comme si l'affaire était réglée. Bien. Je te vois ce week-end.
On passera en revue le menu. Il a raccroché le premier. Je n'ai pas bougé pendant quelques secondes. Le vent s'engouffrait dans mon manteau. Quelque part sur le parking, un abri à chariot cliquetait comme une cage mal fixée. J'ai regardé mon téléphone, puis le pare-brise sombre de ma voiture, et j'ai pensé, non, nous ne passerons pas en revue le menu. Pas cette année. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assise, les mains sur le volant, sans tourner la clé. Mon esprit a commencé à revoir les derniers Noëls. Il y a eu l'année où papa a insisté pour avoir une côte de bœuf et une table de dessert, comme si nous organisions un mariage. Il n'a rien payé. C'est moi qui l'ai fait. Je me souviens d'être dans la file d'attente à l'épicerie avec un chariot plein, regardant le total grimper, encore et encore, tout en me disant que ce n'était pas grave, parce que c'était la famille. Il y a eu l'année où il a décidé qu'il nous fallait des fromages de spécialité et des craquelins importés parce que son cousin d'un autre état venait. Je l'ai regardé pérorer sur le fait qu'un bon hôte ne lésine pas sur les moyens, puis je l'ai vu s'éloigner pendant que je sortais ma carte de crédit. Et puis, il y a eu l'incident du vin. Je peux encore le voir comme si c'était hier. Nous étions dans un magasin d'alcool, et papa était de très bonne humeur ce jour-là, plaisantant avec le caissier comme s'il était le propriétaire des lieux. Il a vu une vitrine de bouteilles derrière une vitre, du genre avec de minuscules projecteurs braqués sur elle. Il a pointé du doigt, comme un enfant repérant un jouet. Celle-là ? On prend celle-là. J'ai ri, pensant qu'il plaisantait. Puis j'ai regardé l'étiquette de prix et mon estomac s'est noué. 800 € chacune. Il en a choisi 3. Je me souviens m'être penché vers lui et avoir chuchoté, « Papa, ça fait 2400 €. Il n'a même pas scié. Il a dit, c'est Noël. Les gens apprécieront. Tu t'en occuperas. Et je l'ai fait. Je m'en suis occupé. Je me suis occupé de la facture, de la cuisine, du nettoyage, de la planification, des décorations, du service, des sourires. Je m'en suis si bien occupé que personne n'a jamais pensé à demander qui s'en occupait. C'est ça qui vous ronge. Si vous avez déjà été la personne qui intervient toujours, quand vous le faites discrètement, les gens commencent à croire que ça se passe par magie. Comme si la nourriture apparaissait parce que c'est une fête. Comme si la maison restait propre parce qu'elle est censée l'être. Comme si la personne qui fait le travail ne se fatigue jamais, ne ressent jamais de ressentiment, n'a pas sa propre vie. Quand je suis rentré chez moi, le ciel s'assombrissait déjà. La circulation de Columbus passait lentement devant des couronnes illuminées et des bonshommes de neige gonflables, et j'avais l'impression de regarder tout le monde vivre dans un film de Noël pendant que j'étais coincé dans les coulisses, à transporter des accessoires et à nettoyer les dégâts. Je vis seul dans un petit appartement dans le nord. Rien d'extraordinaire, juste moi, un canapé qui a connu des jours meilleurs et une télévision. En entrant, j'ai enlevé mes chaussures et je suis resté là un moment, à écouter le silence. Le silence, c'était ce dont j'avais envie, pas d'une autre réunion, pas d'une autre performance. J'ai posé mes clés sur le comptoir et j'ai regardé le coin de mon placard où se trouvait ma vieille valise. Elle n'était pas glamour. Elle avait des éraflures et une fermeture éclair cassée que j'avais réparée avec un porte-clés. Mais la voir a ralenti mon rythme cardiaque, comme si mon corps reconnaissait la forme de l'évasion avant que mon esprit ne l'ait pleinement saisi. Je n'ai pas hésité. J'ai simplement ouvert mon placard, sorti la valise et l'ai posée sur mon lit. Le mouvement semblait automatique, comme si mes mains attendaient la permission depuis des années. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Un SMS de papa. N'oublie pas, 30 personnes. Nous devons les impressionner. Les impressionner ? Ce mot m'a fait serrer la mâchoire. Papa agissait comme si le but de Noël était d'obtenir l'approbation de parents que nous voyons à peine, comme si leur compliment valait plus que mon temps, mon argent, ma dignité. J'ai tapé une réponse, puis je l'ai effacée. J'ai recommencé, puis j'ai tout effacé à nouveau. Je pouvais déjà entendre sa réponse, dégoulinante de déception. Je pouvais entendre la façon dont il raconterait l'histoire au reste de la famille. Léna est difficile. Léna est stressée. Léna fait du cinéma. Je me suis assise au bord de mon lit et j'ai pris une profonde inspiration. J'ai pensé à maman une seconde, ce qui m'arrive encore quand je suis à la croisée des chemins. Maman avait été le ciment silencieux de notre maison, celle qui aplanissait tout. Elle cuisinait parce qu'elle le voulait, parce qu'elle aimait nourrir les gens. Mais elle portait aussi une tristesse que je ne comprenais pas quand j'étais enfant. Maintenant,
Je me demande à quel point son amour s'est transformé en obligation, et combien de fois elle a ravalé ses propres besoins, comme je ravalais les miens. Je me suis dit que je n'allais pas disparaître au sein de ma famille. Plus maintenant. Mon téléphone a encore vibré. Un autre message, cette fois de ma tante Nora. Ton père dit que c'est toi qui cuisines. Merci. Tu rends toujours ça spécial. J'ai fixé ce message jusqu'à ce que mes yeux me piquent. Merci. Mais ce n'était pas vraiment un merci. C'était un soulagement. C'était un passage de relais. C'était une façon polie de dire « Super. Tu vas t'en charger pour que nous n'ayons pas à le faire. » Mon amie Rachel a appelé quelques minutes plus tard. Elle me connaît depuis l'université et elle peut me lire comme un bulletin météo. Je n'ai même pas dit bonjour normalement. J'ai juste dit « Papa a appelé. » Rachel a soupiré. Oh non. Quoi encore? Je lui ai raconté, et j'entendais ma propre voix comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre, énumérant la même vieille histoire. 30 par an, haut de gamme, toute la journée, parfait. Rachel est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, « Léna, est-ce que tu vas vraiment le faire ?» J'ai ouvert la bouche pour dire oui. Le mot était là, ancré en moi par l'habitude. Mais ensuite, j'ai regardé la valise sur mon lit et je me suis entendu dire autre chose. Je ne pense pas pouvoir. Je ne pense pas que je le ferai. Rachel n'a pas applaudi, ni crié de joie, ni fait comme si c'était mignon. Elle a simplement dit, « Bien, parce que tu es épuisé et fauché à force de payer pour son idée de la perfection, et il te parle toujours comme si tu faisais partie du personnel. » Le personnel. Ce mot m'a frappé durement, parce qu'il était vrai. Je n'étais pas sa partenaire pour recevoir. J'étais son aide non rémunérée. Après avoir raccroché, je suis allé dans ma cuisine et j'ai ouvert mon frigo. Il n'était pas vide, mais il n'était pas non plus approvisionné pour 30 personnes. J'ai vu les courses que j'avais achetées pour moi, les choses simples qui facilitent ma semaine, yaourt, salade, une boîte d'œufs, des restes de soupe. Une vie normale. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai essayé d'imaginer la semaine suivante si je continuais sur cette voie. Je serais au magasin tous les soirs après le travail, à dépenser de l'argent pour des ingrédients que papa exigeait. Je passerais mon week-end à nettoyer sa maison, à frotter les plinthes, à polir les vitres, en m'assurant que personne ne puisse l'accuser de vivre comme un être humain normal. Je cuisinerais pendant des heures pendant que les parents s'assieraient dans le salon et parleraient par-dessus le bruit de mon travail. Je servirais les assiettes, remplirais les verres, essuierais les comptoirs et sourirais jusqu'à en avoir mal aux joues. Et puis je rentrerais chez moi une fois tout terminé, épuisé, peut-être un peu malade, avec mon compte en banque plus léger et mon cœur plus lourd. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai passé la main sur la valise. Mon esprit continuait d'essayer de me faire peur pour que j'obéisse. Il sera en colère. Ta famille parlera. Ils diront que tu as gâché Noël. Mais une autre pensée a surgi, calme et ferme. Si Noël s'effondre parce qu'une personne refuse de jouer la bonne, alors ce n'était jamais une fête de famille. C'était une mascarade. Je me suis assise et j'ai commencé à faire une liste dans ma tête. Pas une liste de courses, mais une liste de limites. Qu'est-ce qui était à moi? Qu'est-ce qui ne l'était pas? Qu'est-ce que j'avais payé? Qu'est-ce que j'avais fourni? Qu'est-ce que j'avais donné comme si ça n'avait pas d'importance? Je n'ai pas tout décidé à ce moment-là. Je ne savais pas exactement comment ça se passerait, qui prendrait le parti de papa, qui ferait semblant de ne rien remarquer, qui se souviendrait soudainement que j'étais une personne. Mais je savais une chose avec une certitude absolue, je n'allais pas rester dans cette cuisine cette année à faire semblant que tout allait bien, à faire semblant que mon argent et mon temps étaient infinis. J'allais arrêter la machine. J'ai sorti quelques vêtements et je les ai pliés dans la valise. Pas encore une valise complète, juste assez pour que ce soit réel. Mes mains tremblaient un peu au début, puis se sont raffermies. Je sentais mon cœur battre dans ma gorge, mais en dessous, il y avait autre chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le soulagement. Mon téléphone a encore vibré, et je ne l'ai pas regardé tout de suite. J'ai fermé la valise à moitié, je me suis rassise sur mon lit et je me suis laissé regarder le plafond un moment, en silence, laissant la réalité s'installer. Une semaine avant Noël, mon père a appelé pour me dire que 30 parents venaient et que je devais cuisiner, nettoyer et servir toute la journée. Tout devait être parfait. J'ai dit, bien sûr. Puis j'ai raccroché et j'ai commencé à faire ma valise. Je n'allais pas me disputer avec lui.
J'allais partir. Et pour la première fois depuis des années, la pensée de ce qui allait se passer ensuite ne me faisait pas aussi peur qu'elle aurait dû. D'une manière que je pouvais à peine expliquer, j'avais l'impression que ma vie allait enfin m'appartenir à nouveau. Ce sentiment n'est pas venu de nulle part. Il s'était construit silencieusement pendant des années, s'accumulant à chaque fête, chaque réunion de famille, chaque fois que je me retrouvais dans une cuisine qui ne me semblait pas être la mienne, à faire un travail que personne d'autre ne remarquait. Une fois que j'ai commencé à faire ma valise cette nuit-là, les souvenirs ont commencé à refaire surface d'eux-mêmes, non invités mais impossibles à ignorer. Je ne suis pas devenu l'aide de la famille du jour au lendemain. Je le suis devenu lentement, un Noël à la fois. La première année où c'est arrivé, je l'ai à peine remarqué. Papa venait de perdre maman, et tout le monde était fragile, de cette manière prudente que les gens adoptent lorsque le deuil est encore récent. Je me suis porté volontaire pour aider, car cela me semblait être la bonne chose à faire. J'ai cuisiné quelques plats, j'ai nettoyé après, je me suis assuré que papa ne se sente pas seul dans sa propre maison. Les gens m'ont remercié cette année-là. Ils m'ont serré dans leurs bras. Ils m'ont dit à quel point j'étais forte. Je suis rentrée chez moi, fatiguée mais satisfaite, croyant avoir fait quelque chose de bien. La deuxième année, c'était une évidence. Papa a appelé une semaine avant Noël pour me dire à quelle heure les gens arriveraient. Il a mentionné le menu comme s'il était déjà décidé. Il a dit que ce serait plus simple si je m'en occupais, comme la dernière fois. Je me souviens avoir fait une pause au téléphone, attendant qu'il me demande si cela me convenait. Il ne l'a pas fait. J'ai dit oui quand même. C'est cette année-là qu'il a commencé à utiliser le mot au mieux. La nourriture devait être meilleure. La table devait avoir l'air plus belle. Nous voulons que les choses soient spéciales. Spécial, j'ai appris, signifiait plus cher, plus de travail, plus de pression. Cela ne signifiait jamais une responsabilité partagée. La troisième année, mon rôle s'était complètement cristallisé. Je n'étais pas une fille qui aidait, j'étais celle qui faisait fonctionner Noël. Les gens arrivaient et me demandaient immédiatement où mettre leur manteau, où étaient les boissons, à quelle heure le dîner serait prêt. Personne ne demandait à papa. Il était occupé à recevoir, assis dans son fauteuil, racontant des histoires, acceptant les compliments pour l'ambiance que j'avais créée. Je me suis dit que c'était temporaire, qu'une fois les choses calmées, une fois que tout le monde se serait adapté, ça s'équilibrerait. C'est ce que les femmes comme moi se disent toujours. Nous confondons l'endurance avec la vertu. La question de l'argent s'est aussi insinuée discrètement. Au début, c'était de petites choses. Papa me demandait de prendre quelques articles supplémentaires parce que j'étais déjà au magasin. Je payais en supposant qu'il me rembourserait plus tard. Il ne l'a jamais fait, mais il me semblait gênant d'en parler devant la famille, alors j'ai laissé tomber. Puis les listes se sont allongées. Il voulait des cocktails de crevettes une année parce que quelqu'un d'un autre état aimait les fruits de mer. Il voulait une belle table de dessert une autre année parce qu'il avait vu quelque chose en ligne. Il me faisait des suggestions comme des faveurs, pas des ordres, mais elles venaient toujours avec une attente. Si j'hésitais, il me rappelait que Noël n'arrive qu'une fois par an. Je n'étais pas riche. C'est quelque chose que j'aimerais que les gens comprennent. Je travaillais à plein temps. Je payais mes propres factures, et j'essayais d'économiser quand je le pouvais. Je n'avais pas de fortune cachée qui rendait ces dépenses faciles. J'avais juste une forte aversion pour les conflits publics. Je détestais l'idée que des parents murmurent que j'étais radine ou difficile. Je détestais l'idée de mettre papa dans l'embarras devant les gens qu'il voulait impressionner. Alors je payais, discrètement, constamment, sans me plaindre. L'année du vin, c'est là que les choses ont dépassé un seuil que je ne pouvais plus ignorer. Nous étions ensemble au magasin d'alcool parce que papa insistait pour choisir les bouteilles lui-même. Il aimait la mise en scène, discuter avec le personnel et agir comme s'il organisait une expérience. Je le suivais dans les allées, déjà sur mes gardes. Quand il s'est arrêté devant la vitrine fermée à clé et a pointé du doigt, j'ai senti mon estomac se serrer. Ces bouteilles étaient exposées comme des bijoux, verres épais, étiquettes élégantes, le genre de vin que personne ne déguste vraiment correctement lors d'un dîner de famille bruyant. L'employé a déverrouillé la vitrine, et papa en a demandé 3. Pas une, 3. Quand j'ai mentionné discrètement le prix, il l'a balayé d'un revers de main. Il a dit que c'était pour la famille. Il a dit que les gens apprécieraient. Il a dit que je m'en occuperais. Pas demandé, ordonné. À la caisse, le total est apparu,
et je me souviens avoir senti mon visage s'empourprer. Le caissier m'a regardé, attendant. Papa s'était déjà écarté, discutant avec quelqu'un qu'il reconnaissait. J'ai sorti ma carte et j'ai payé. La machine a bipé, et comme ça, près de 2400 € ont quitté mon compte. Personne ne m'a remercié pour ce vin. Ils ont loué le goût de papa. Après ça, il est devenu normal qu'il décide et que je finance. Il suggérait des améliorations avec désinvolture, meilleure viande, meilleurs accompagnements, meilleures boissons. Il n'a jamais dit qu'il paierait. Il n'a jamais dit qu'il ne le ferait pas. Il supposait simplement que je m'en occuperais, de la même manière qu'il supposait que je m'occuperais de la cuisine et du nettoyage. Ce qui rendait les choses pires, c'est à quel point tout cela était invisible. Les gens complimentaient le repas et regardaient papa. Ils louaient l'ambiance et le remerciaient d'être l'hôte. Si quelqu'un me remarquait, c'était généralement avec un commentaire sur mon organisation ou sur le fait que j'aimais toujours être occupé, comme si c'était mon passe-temps, et non mon obligation. Je ne les corrigeais pas. Je souriais. Je continuais. Je me disais que peu importait qui recevait le crédit. Mais ça importait. Ça importait plus que je ne voulais l'admettre. Je me souviens d'un matin de janvier, quelques semaines après Noël, assise à ma petite table de cuisine, mon ordinateur portable ouvert. La neige tombait dehors, lente et régulière, et l'appartement était silencieux. Je vérifiais mon relevé de carte de crédit comme je le faisais toujours, essayant de planifier l'année à venir. Ligne après ligne, on pouvait lire « épicerie, marché spécialisé, magasin d'alcool ». Le total en bas me serrait la poitrine. Des milliers de dollars dépensés pour des dîners de famille. Pas de remboursement, pas de discussion, pas de reconnaissance. J'ai regardé l'écran et j'ai senti quelque chose de proche de la panique monter en moi. Pas parce que je ne pouvais pas payer mes factures, mais parce que j'ai réalisé avec quelle facilité c'était devenu normal, le peu d'espace qu'il me restait pour dire non sans provoquer de scène. C'est là que j'ai compris la vraie raison pour laquelle je continuais à payer. Ce n'était pas de la générosité. C'était de l'évitement. J'achetais la paix, ou du moins l'illusion de la paix. Je payais pour que les choses se passent bien, pour que papa soit fier, pour que les parents soient à l'aise, et tout le monde profitait de mon silence. J'ai essayé une fois d'en parler, pas directement. J'ai mentionné nonchalamment que les fêtes étaient devenues chères. Papa a balayé ça d'un revers de main. Il a dit qu'on ne devrait pas compter les sous en famille. Il a dit que si j'avais des difficultés, je n'avais qu'à le dire, comme si c'était ça le problème. Pas l'attente, pas la supposition, juste mon incapacité à suivre. J'ai laissé tomber. Je laissais toujours tomber. Au fil des ans, mon rôle s'est encore solidifié. Les gens ont commencé à me donner leurs préférences. Quelqu'un aimait les desserts sans gluten. Quelqu'un d'autre ne mangeait pas de viande rouge. Il me le disait à moi, pas à papa, parce qu'il savait que c'était moi qui faisais en sorte que ça arrive. J'ai remarqué autre chose aussi. Papa n'a jamais demandé à personne d'autre de l'aider financièrement. Ni ma tante, ni mes cousins, ni même les parents qui venaient de loin et restaient plusieurs jours. Le coup allait dans une seule direction, vers moi. Et personne ne le remettait en question, parce que je ne le faisais pas. Au moment où ce Noël est arrivé, on ne s'attendait pas seulement à ce que je cuisine et nettoie. On s'attendait à ce que je finance toute la performance. Debout dans mon appartement cette nuit-là, la valise ouverte, ces souvenirs défilaient en moi comme un règlement de compte silencieux. J'ai réalisé que l'épuisement que je ressentais n'était pas seulement physique. Il était financier, émotionnel, moral. J'en avais assez d'être la solution à un problème que je n'avais pas créé, assez d'être loué pour mon aide tout en étant vidé en coulisses, assez de prétendre que mon argent était en quelque sorte moins réel que le confort de tous les autres. Je me suis assise au bord de mon lit et j'ai pensé à la semaine à venir. Si je restais, je dépenserais encore des milliers, non pas parce que papa me le demandait directement, mais parce qu'il déciderait et que je me conformerais. Je lui en voudrais silencieusement, je m'en voudrais bruyamment, puis je recommencerais le cycle l'année suivante. Si je partais, l'illusion se briserait. La pensée m'effrayait. Elle clarifiait aussi tout. Je l'ai finalement nommé pour moi-même cette nuit-là, je n'étais pas seulement utilisé pour mon travail. J'étais utilisé pour mon argent. Et tant que je resterais silencieuse, ça ne changerait jamais. J'ai fermé la valise et je me suis penché en arrière, laissant cette vérité s'installer. C'était inconfortable, mais c'était honnête.
Et pour la première fois depuis des années, je ne l'ai pas repoussé. Cette prise de conscience m'a suivi alors que j'éteignais les lumières et que je me mettais au lit, fixant le plafond dans le noir. La maison que papa aimait montrer, les repas dont il s'attribuait le mérite, le vin dont il se vantait, rien de tout cela n'existait sans mes paiements silencieux. Et je savais avec une certitude qui faisait battre mon cœur que si je n'arrêtais pas maintenant, je ne le ferais jamais. Je me suis endormi cette nuit-là avec mon téléphone face contre la table de chevet, des messages sans réponse en attente et une nouvelle compréhension qui prenait forme en moi. J'avais passé des années à me convaincre que j'étais simplement serviable. Maintenant, je le voyais clairement. Je n'étais pas seulement utilisé pour mon temps, j'étais aussi utilisé pour mon argent. Une fois que cette vérité s'est installée, je ne pouvais plus prétendre que je ne comprenais pas pourquoi j'avais dit bien sûr à papa au téléphone. Ce n'était pas parce que j'étais d'accord avec lui. Ce n'était pas parce que j'avais le temps, l'énergie ou l'argent supplémentaire. C'était parce que dire non avait toujours semblé plus dangereux que de dire oui. Je suis resté au lit cette nuit-là, à regarder le plafond, à écouter le doux bourdonnement du chauffage qui s'allumait et s'éteignait. Chaque fois qu'il cliquait, mon esprit sursautait, comme si je me préparais à une autre demande. Je n'arrêtais pas de rejouer cet appel téléphonique dans ma tête, la façon dont papa n'avait pas demandé, la façon dont il avait annoncé, la façon dont ma propre voix était sortie, calme et consentante, trahissant tout ce que je ressentais réellement. Je me suis demandé pourquoi j'avais fait ça. Pourquoi, après tout ce que je savais, après chaque relevé de carte de crédit et chaque ressentiment silencieux, je continuais par défaut à me conformer. La réponse n'était pas flatteuse, mais elle était honnête, j'avais peur de la façon dont je serais perçu. Dans notre famille, la générosité était traitée comme une exigence morale. Si vous la remettiez en question, vous étiez égoïste. Si vous parliez d'argent, vous étiez avare. Papa m'avait inculqué cela sans jamais le dire ouvertement. Chaque fois que j'essayais de parler de budget ou de limite, il mettait fin à la conversation avec une phrase familière. Il disait que je ramenais tout à l'argent alors qu'il s'agissait de la famille. Il disait que la famille ne devait pas tenir les comptes. Ce qu'il n'a jamais reconnu, c'est que quelqu'un tenait toujours les comptes. C'était juste moi. Je me suis souvenu de la première fois où je lui ai posé des questions sur les coûts. C'était il y a quelques années, après Noël, quand je me sentais particulièrement à court d'argent. J'avais fait des heures supplémentaires avant les fêtes, puis j'avais passé mes jours de congé à cuisiner et à nettoyer chez lui. J'étais fatigué, et l'épuisement me rendait plus courageuse que d'habitude. Je lui ai dit que les fêtes étaient devenues chères. Je l'ai dit avec précaution, comme si je testais un terrain miné. Il a ri, pas méchamment, mais avec dédain. Il m'a dit de ne pas être radine. Il a dit que c'était la famille. La conversation s'est terminée là, non pas parce que le problème était résolu, mais parce que j'ai reculé. Je reculais toujours. Papa avait une façon de vous faire sentir petit quand vous le remettiez en question. Même quand il le faisait doucement, il ne criait pas. Il ne menaçait pas. Il présentait simplement les choses d'une manière qui vous faisait douter de vous-même. Si vous insistiez, vous aviez l'impression d'échouer à un test de loyauté tacite. Je savais que si je refusais de financer ce Noël, l'histoire se répandrait rapidement. Léna deviendrait la fille qui a abandonné son père pendant les fêtes. Celle qui a mis les choses mal à l'aise. Celle qui se souciait plus de l'argent que de la famille. Personne ne mentionnerait le fait que papa avait invité 30 personnes sans demander qui paierait. Personne ne mentionnerait qu'il s'attendait à un événement haut de gamme sans y contribuer financièrement. Il verrait simplement l'absence et supposerait que cela signifiait que je ne m'en souciais pas. Cette peur m'avait maintenu dans la conformité pendant des années. Je suis sorti du lit et je suis allé dans le salon, où mon ordinateur portable était fermé sur la table basse. L'appartement était silencieux, le genre de silence qui laisse vos pensées devenir plus bruyantes. J'ai ouvert l'ordinateur portable et je me suis connecté à mes emails, puis à mon compte bancaire. Je ne l'ai pas fait pour me punir. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de le voir clairement. Page après page, le même schéma se répétait, des pics en décembre, des épiceries, des magasins spécialisés, des magasins d'alcool, des frais qui correspondaient parfaitement à chaque fête que j'avais aidé à organiser. J'ai fait défiler lentement, sentant ma poitrine se serrer à chaque nom familier. Je n'ai pas additionné le total au début. Je n'étais pas prête. Au lieu de cela, j'ai regardé les dates, le rythme, la fiabilité avec laquelle mon argent quittait mon compte pour des événements familiaux qui n'étaient jamais présentés comme ma responsabilité, mais qui devenaient toujours mon fardeau.
Quand j'ai finalement fait le calcul, j'ai senti mon estomac se nouer. Au fil des ans, j'avais dépensé des dizaines de milliers de dollars pour faire paraître papa comme un hôte généreux. De l'argent que j'aurais pu économiser. De l'argent que j'aurais pu utiliser pour voyager, pour me reposer, pour me constituer un coussin de sécurité. De l'argent que j'avais donné discrètement, pensant que c'était le prix de la paix. Je me suis penché en arrière sur le canapé et j'ai couvert mon visage de mes mains. Pendant un moment, j'ai ressenti quelque chose de proche de la honte. Pas parce que j'avais été généreuse, mais parce que je m'étais laissé prendre pour acquise pendant si longtemps. J'ai pensé à la fréquence à laquelle papa parlait des valeurs familiales, de faire ce qui est juste. Il croyait en ces choses, je pense, ou du moins il y croyait d'une manière qui ne l'obligeait jamais à sacrifier quoi que ce soit lui-même. Ces valeurs semblaient toujours me coûter plus cher qu'à lui. Cette nuit-là, j'ai aussi pensé à maman. Elle gérait l'argent différemment. Elle tenait des listes. Elle faisait attention. Elle savait exactement ce que les choses coûtaient, même quand elle choisissait de dépenser. Je me suis souvenu qu'elle m'avait dit un jour, doucement, que l'amour ne signifiait pas ignorer la réalité. À l'époque, je n'avais pas compris ce qu'elle voulait dire. Je comprenais maintenant. La vérité, c'est que j'ai dit bien sûr parce qu'on m'avait appris à croire que mon inconfort comptait moins que le confort de tout le monde, que mon stress financier était un échec personnel, et non le résultat d'attentes déraisonnables, que maintenir la paix valait n'importe quel prix tant que personne n'élevait la voix. Mais allongé là, à regarder la lueur de l'écran de mon ordinateur portable, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Je ne pouvais plus prétendre que je ne connaissais pas le coup. Je ne pouvais plus me dire que c'était juste pour cette fois, juste une fête de plus, juste jusqu'à ce que les choses changent. Les choses ne changeraient pas si je ne changeais pas. Mon téléphone a vibré sur la table basse, me tirant de mes pensées. Un message de papa. Il me demandait si je pouvais passer ce week-end pour commencer à planifier. J'ai regardé la notification sans l'ouvrir. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti une vague de culpabilité. J'ai ressenti de la clarté. Si j'y allais, je paierais. Si je restais, je dépenserais. Pas seulement de l'argent, mais de l'énergie et de la dignité. Je financerais une fois de plus une expérience qui me faisait me sentir invisible. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis levé, arpentant la longueur de mon salon. Chaque pas semblait délibéré, comme si je traversais une décision au lieu de la contourner. J'ai pensé à mon compte d'épargne, modeste mais durement gagné. J'ai pensé à la façon dont mes épaules me faisaient toujours mal à la fin de décembre. J'ai pensé à la façon dont je me sentais chaque janvier, me promettant que je ferais les choses différemment l'année suivante. L'année suivante est arrivée. La décision de partir n'était pas impulsive. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de l'autoconservation. Je choisissais de me protéger financièrement d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai ouvert complètement la valise cette fois. J'ai plié les vêtements avec soin, pas à la hâte, mais avec intention. Chaque article semblait être une petite reprise de contrôle. Je ne fuyais pas ma famille. Je m'éloignais d'un système qui ne fonctionnait que parce que je continuais à y cotiser. En faisant ma valise, j'ai imaginé l'alternative, moi, debout au comptoir de papa, carte à la main, pendant qu'il discutait des améliorations, moi, hochant la tête, me disant que tout allait bien. L'image me serrait la poitrine. J'ai fermé la valise et je me suis assise sur le lit, posant mes mains dessus. La peur était toujours là. Je ne faisais pas semblant. Je savais qu'il y aurait des retombées, des questions, des accusations, le silence de certaines personnes et la colère d'autres. Mais sous cette peur, il y avait quelque chose de plus stable, la détermination. Je comprenais maintenant pourquoi j'avais dit bien sûr. C'était un réflexe, construit par des années de conditionnement. Mais comprendre ce réflexe signifiait que je pouvais enfin choisir différemment. J'ai pris mon téléphone et je l'ai posé face contre la table de chevet. Je n'ai pas répondu à papa. Pas encore. J'avais besoin de calme. J'avais besoin d'espace pour m'engager dans ce choix sans être dissuadé. En me recouchant, la valise faite et en attente, j'ai ressenti un étrange mélange de chagrin et de soulagement. Chagrin pour la version de moi-même qui pensait que l'endurance était la même chose que l'amour. Soulagement de tracer enfin une ligne qui protégeait non seulement mon temps, mais aussi mon avenir. Partir n'était plus une question de principe. Il s'agissait de refuser de financer mon propre manque de respect. Cette prise de conscience s'est installée sur moi comme une couverture,
lourde mais rassurante. Et en fermant les yeux, je savais que lorsque le matin viendrait, je ne déferais pas ma valise. J'irai jusqu'au bout. Le matin est venu tranquillement, sans drame. Le ciel à l'extérieur de la fenêtre de mon appartement était pâle et plat, le genre de lumière hivernale qui rend tout honnête. J'ai pris une douche, je me suis habillé, et j'ai suivi ma routine comme si je me préparais pour une journée de travail normale. Sauf que ma valise était près de la porte, entièrement faite, en attente. Chaque fois que je la regardais, mon cœur battait un peu plus vite, non pas de panique, mais de détermination. Je suis allé chez papa juste après le lever du soleil. Les rues étaient pour la plupart vides, les décorations de Noël encore éteintes, les bonshommes de neige gonflable affalaient comme s'ils dormaient. En entrant dans son allée, j'ai senti le serrement familier dans ma poitrine, le réflexe qui me disait de me préparer, de me tenir prête à jouer mon rôle. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis rappelé que cette fois, je n'étais pas là pour servir. La maison était silencieuse quand je suis entré avec ma clé. Papa dormait encore à l'étage. Je pouvais entendre le faible bruit de son ronflement à travers le plancher, régulier et imperturbable. Pendant des années, cette maison avait été comme un lieu de travail pendant les fêtes, un endroit où je pointais dès que je franchissais la porte. Debout là ce matin, mon manteau encore sur le dos, je la voyais différemment. C'était une scène, préparée pour un spectacle dont je me retirais enfin. J'ai commencé par la cuisine. La porte du garde-manger a grincé quand je l'ai ouverte, révélant des étagères remplies de nourriture que je reconnaissais, car j'avais acheté chaque article. Des boîtes de bouillon, des paquets de pâtes, des ingrédients de spécialité que papa insistait pour avoir pour son menu de fête. J'ai pris un moment pour tout regarder, non pas avec colère, mais avec clarté. C'était mon travail, mon argent, mon effort, bien rangé sur des étagères comme s'il appartenait à la maison, et non à moi. J'ai attrapé quelques sacs réutilisables sous l'évier et j'ai commencé à tout vider. J'ai travaillé méthodiquement, plaçant les articles dans les sacs, une étagère à la fois. Le bruit des boîtes de conserve qui s'entrechoquaient était fort dans la maison silencieuse. Chaque bruit semblait être une ponctuation, marquant la fin d'une attente. Je n'ai pas précipité les choses. Je me suis laissé sentir le poids de chaque sac qui se remplissait. La farine que je n'utilisais jamais pour moi. L'huile d'olive importée que papa préférait. Les fournitures de pâtisserie que j'achetais chaque année parce que quelqu'un voulait toujours un dessert. Tout est allé dans les sacs. Le réfrigérateur était le suivant. Je l'ai ouvert et j'ai ressenti une brève lueur de culpabilité, le vieil instinct de laisser des choses derrière pour que personne ne soit dérangé. J'ai repoussé ce sentiment. J'ai enlevé les légumes, les viandes et les fromages, des articles destinés à un festin que je n'organisais plus. Je n'ai laissé que les produits de base que papa achèterait normalement pour lui-même. Du lait, des œufs, quelques restes. Assez pour un homme seul qui savait se nourrir. Quand les étagères du frigo ont été vides, je les ai essuyées. Une habitude si ancrée qu'elle m'a presque fait rire. Même maintenant, je nettoyais après moi. Certaines habitudes ont la vie dure. J'ai porté les sacs jusqu'à ma voiture et je les ai empilés soigneusement dans le coffre. L'air froid me mordait les joues, et je l'ai accueilli. Il me donnait l'impression d'être éveillé. De retour à l'intérieur, je suis allé dans le salon. Les décorations de Noël étaient déjà partiellement sorties, des boîtes empilées dans un coin, attendant que je les installe. J'en avais acheté la plupart au fil des ans, une pièce à la fois, les chemins de table, les bougies, les ornements que papa aimait montrer. Je les ai rassemblés et je les ai portés dans la chambre d'amis, celle que papa utilisait rarement. J'ai tout mis à l'intérieur, puis j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Le clic de la serrure a été plus fort que je ne l'attendais. Définitif. Ensuite, le service de nettoyage. Je suis entré dans le bureau où la lumière du soleil commençait à peine à filtrer à travers les rideaux et j'ai sorti mon téléphone. Le numéro de l'entreprise de nettoyage était enregistré dans mes contacts. Je les avais engagés il y a des années, à l'époque où papa se plaignait que la maison était trop grande pour qu'il s'en occupe. Je les payais 2 fois par mois. Papa s'attribuait le mérite de la propreté impeccable de la maison. J'ai appelé et j'ai annulé. La femme au bout du fil semblait désolée, comme si elle pensait que quelque chose n'allait pas. Je lui ai dit calmement que le service ne serait plus nécessaire. Ma voix n'a pas tremblé. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti une étrange légèreté, comme si je posais un sac que je portais sans réaliser à quel point il était lourd. J'ai traversé la maison une dernière fois, vérifiant les pièces comme je le faisais toujours avant une fête.
Cette fois, je ne cherchais pas la poussière ou le désordre. Je m'assurais de n'avoir rien laissé de moi. Un livre de cuisine ici, un plat de service là, des petites choses qui s'étaient accumulées au fil des années de service non rémunérés. Dans la cuisine, j'ai pris une feuille de papier dans le tiroir et je me suis assise à la table. Mes mains ont plané sur la page un moment. Je ne voulais pas écrire quelque chose de dramatique. Je ne voulais pas m'expliquer ou défendre ma cause. J'avais passé assez d'années à m'expliquer. J'ai écrit une courte note, claire et simple. J'ai dit que j'avais décidé de partir plus tôt pour mon voyage. J'ai dit que je ne cuisinerais pas, ne nettoierais pas, et ne servirais pas. J'ai dit que la maison était entre ses mains. Je lui ai souhaité un Noël parfait. Je n'ai pas mentionné l'argent. Je n'ai pas énuméré de griefs. Je n'ai pas justifié mon choix. Le vide du garde-manger et le silence de la maison diraient tout ce qui devait être dit. J'ai plié la note une fois et je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine, là où papa la verrait en descendant. À côté, j'ai laissé ma clé de rechange. Je suis resté là un long moment, à écouter la maison respirer, le bourdonnement du réfrigérateur, le faible tic-tac de l'horloge sur le mur. À l'étage, papa bougeait dans son sommeil, ignorant que le sol sous ses projets de vacances s'était déjà dérobé. J'ai pris mon manteau et mon sac, puis je suis sorti par la porte d'entrée, la tirant derrière moi. Le son de sa fermeture m'a semblé définitif, comme la fin d'une phrase. En chargeant le dernier sac dans ma voiture, j'ai jeté un dernier regard à la maison. Ça avait été la maison de mon enfance, puis mon obligation, puis mon fardeau silencieux. Ce matin-là, elle me semblait différente. Neutre. Juste un bâtiment, pas un lieu qui possédait mon temps ou mon portefeuille. Je me suis assise au volant et j'ai démarré le moteur. Le chauffage a soufflé de l'air chaud, embuant le pare-brise une seconde avant de se dissiper. J'ai reculé lentement dans l'allée, m'attendant à moitié à ce que la porte d'entrée s'ouvre, que papa m'appelle. Rien ne s'est passé. La route devant moi était vide, s'étendant à perte de vue. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de laisser quelque chose d'inachevé derrière moi. Je partais sans facture, sans reçu, sans liste de choses que je devais encore. Alors que la maison disparaissait dans mon rétroviseur, une satisfaction tranquille s'est installée en moi. Pas de la joie, exactement, mais du soulagement, le genre de soulagement qui vient quand on arrête enfin de payer pour un rôle qu'on n'a jamais demandé. J'ai continué à rouler, laissant la distance grandir, sachant que ce que j'avais fait ne pouvait être défait, et étrangement reconnaissante pour cela. Le premier message de papa est arrivé moins d'une heure plus tard. J'étais sur l'autoroute, en direction du nord, la radio à faible volume, mes mains fermes sur le volant. Mon téléphone a vibré sur le siège passager, et j'ai su que c'était lui avant même de regarder. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai même pas pris. J'ai gardé les yeux sur la route, me concentrant sur le sentiment dans ma poitrine, ce mélange étrange de peur et de calme qui suit le moment où l'on fait enfin quelque chose que l'on remettait à plus tard depuis des années. Quand je me suis arrêté pour faire le plein, j'ai vérifié mon téléphone. Plusieurs appels manqués. Une série de messages, empilés les uns sur les autres. Les premiers étaient secs, courts, accusateurs. Ils demandaient où j'étais. Ils disaient que c'était ridicule. Ils disaient que je faisais du cinéma. Ils me rappelaient que ma famille comptait sur moi. Je les ai lus lentement, remarquant à quel point le ton était familier. C'était la voix que j'avais entendue chaque fois que je sortais du rang. Pas cruelle, exactement, mais déçue d'une manière qui sonnait toujours comme un jugement. Je n'ai pas répondu. Au fil des heures, les messages ont changé. Le ton s'est adouci. La colère a cédé la place à autre chose. De la confusion, peut-être, ou la prise de conscience naissante que la machine n'allait pas fonctionner sans moi. Plus tard dans l'après-midi, un autre message est arrivé. Celui-ci était plus long. Il demandait ce qu'il était censé faire. Il disait que les gens arrivaient. Il disait que les choses étaient déjà en marche. Ce qu'il n'a pas demandé, c'est combien j'avais dépensé. Il n'a pas demandé ce que cela m'avait coûté au fil des ans. Il n'a pas demandé si j'étais fatigué. La question ne portait pas sur moi, mais sur la logistique, sur le dérangement. J'ai fixé l'écran en faisant la queue à la station-service, l'odeur d'essence épaisse dans l'air. Les gens bougeaient autour de moi, riant, parlant, vivant leur vie. J'avais l'impression de regarder le monde à travers une vitre. Qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai presque ri, non pas parce que c'était drôle,
mais parce que c'était si révélateur. Pendant des années, je m'étais posé la même question en récurant des casseroles ou en passant ma carte au magasin. Qu'est-ce que je suis censé faire? Comment faire pour que ça marche sans contrarier personne? Comment supporter ça sans me plaindre? Maintenant, la question lui appartenait. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, j'ai pris une chambre dans un modeste hôtel à quelques heures de là. Rien d'extraordinaire, propre, calme, le genre d'endroit où personne ne s'attend à ce que vous jouiez un rôle. Je me suis assise au bord du lit et j'ai enlevé mes chaussures, sentant la douleur dans mes pieds me rattraper. C'était la première fois de la journée que je m'autorisais à m'arrêter. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, ce n'était pas papa. C'était ma tante Nora. Elle a commencé doucement. Elle le faisait toujours. Elle a demandé où j'étais. Elle a dit que papa était contrarié. Elle a dit que les gens s'inquiétaient. Je pouvais presque entendre sa voix, basse et prudente, comme si elle essayait de ne pas m'effrayer. Puis elle a dit quelque chose qui m'a serré l'estomac. Elle m'a dit que papa avait déjà acheté du vin cher. J'ai fermé les yeux et je me suis appuyé contre la tête de lit. Bien sûr qu'il l'avait fait. Bien sûr, même après mon départ, même après que le garde-manger ait été vidé et les décorations enfermées, il a continué à faire ce qu'il avait toujours fait. Il prenait des décisions sans plan et supposait que quelqu'un d'autre en assumerait le coup. Elle a suggéré que je revienne, juste pour arranger les choses, juste pour l'aider. Elle a dit que ce ne serait pas pareil sans moi. J'ai écouté. Je l'ai laissé parler. Je ne l'ai pas interrompu. À l'intérieur, quelque chose s'est mis en place. Papa n'avait encore rien appris. Il fonctionnait toujours sur la même hypothèse, que je céderais, que je reviendrais embarrassé, prête à arranger les choses, que mon départ était un caprice, et non une limite. J'ai dit calmement à ma tante que je ne revenais pas. Je l'ai dit une fois, clairement, sans explication. Il y a eu une pause au bout du fil, le genre de pause qui se remplit d'une déception inexprimée. Elle a soupiré et a dit qu'elle comprenait, même si je pouvais dire que non. Elle a dit que papa n'était pas doué pour ce genre de choses. Elle a dit qu'il avait besoin d'aide. Je l'ai remercié d'avoir appelé et j'ai mis fin à la conversation. Je suis resté assise là, dans la chambre d'hôtel silencieuse, mon téléphone posé face contre la table de chevet, et j'ai laissé le silence s'étirer. Il était différent du silence auquel j'étais habitué. Celui-ci ne ressemblait pas à de l'évitement. Il ressemblait à de l'espace. Plus tard dans la soirée, un autre message de papa est arrivé. Le ton avait encore changé, moins en colère, plus désemparé. Il a demandé si je pouvais au moins parler. Il a dit qu'il ne savait pas où quoi que ce soit se trouvait. Il a demandé ce que les gens penseraient. Ce que les gens penseraient. Cette question m'a suivi dans la nuit. Allongé sur le lit inconnu, je regardais le plafond, écoutant les faibles bruits des autres clients à travers les murs. Quelqu'un a ri dans le couloir. Une porte s'est fermée. La vie continuait. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais fait des choses pour les apparences, à toute l'énergie que j'avais dépensée à gérer les perceptions, à m'assurer que personne ne remarque la tension en coulisses. J'ai réalisé à quel point cet instinct était profondément enraciné en moi et à quel point il était inconfortable d'y résister. Mais j'ai aussi réalisé autre chose. Pour la première fois, les conséquences ne retombaient pas sur moi. Elles retombaient là où elles devaient être. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. Mon corps, toujours réglé sur son ancien horaire. La lumière du soleil filtrait à travers les fins rideaux, et pendant un instant, j'ai oublié où j'étais. Puis je m'en suis souvenu, et ma poitrine s'est serrée, puis s'est relâchée. J'ai vérifié mon téléphone. D'autres messages. Papa demandait encore ce qu'il était censé faire. Il disait qu'il n'avait pas bien dormi. Il disait que cela ne me ressemblait pas. Il disait que la famille comptait. Toujours aucune mention du coût, aucune reconnaissance de l'argent qu'il avait déjà dépensé ou qu'il s'attendait à ce que je dépense. Juste de l'urgence, juste de la pression. Un autre appel est arrivé d'une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Elle a demandé si tout allait bien. Elle a mentionné que papa semblait stressé. Elle a dit qu'elle avait entendu dire que j'étais parti. Le mot parti flottait entre nous, lourd de sous-entendus. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Je n'ai pas expliqué davantage. Je ne me suis pas défendu. J'en avais fini de raconter mes choix pour le confort des autres. Au fil de la journée, le schéma s'est poursuivi.
Messages, appels, inquiétudes mêlées de frustration. Personne ne m'a accusé ouvertement, mais je pouvais sentir la question tacite planer dans chaque interaction, pourquoi ferais-tu ça maintenant? Je voulais leur dire que maintenant était le seul moment où cela avait un sens, qu'attendre après Noël ne ferait que réinitialiser le cycle, que le faire discrètement ne m'avait mené nulle part, que partir n'était pas un abandon, mais du respect de soi. Je n'ai rien dit de tout cela. Dans l'après-midi, j'ai fait une longue promenade. L'air était froid et vif, et mon souffle sortait en nuages blancs. J'ai laissé mon téléphone dans ma poche, sans réponse. Chaque pas ressemblait à un petit acte de défi contre la version de moi-même qui se précipitait toujours pour arranger les choses. J'ai pensé à papa, seul dans sa maison, faisant les 100 pas, ouvrant les placards, réalisant à quel point il ne savait pas faire grand-chose. Je n'ai pas ressenti de satisfaction, exactement. J'ai ressenti de la clarté. Ce n'était pas une punition. C'était une exposition. Ce soir-là, les messages se sont raréfiés. Le silence entre eux s'est allongé. Je pouvais sentir le changement, le moment où la panique se transforme en résolution de problèmes, où les gens arrêtent d'exiger et commencent à s'adapter. J'ai dîné seul dans un petit restaurant près de l'hôtel. La nourriture était simple, chaude. J'ai payé l'addition sans y penser à 2 fois, et l'ironie ne m'a pas échappé. Cette fois, l'argent que je dépensais était pour moi. De retour dans ma chambre, j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Un dernier message de papa était là, non lu. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'en avais pas besoin. J'ai posé le téléphone sur la table de chevet et j'ai éteint la lumière. La pièce est devenue sombre, silencieuse, immobile. Pour la première fois depuis mon départ, j'ai ressenti tout le poids de mon choix s'installer. Je ne retournerai pas en arrière. Quoi qu'il arrive ensuite, quelles que soient les histoires racontées, quel que soit le malaise qui se déroulerait dans cette maison, je ne serais pas là pour l'adoucir. La tempête arrivait, et je n'étais plus sur son chemin. Le lendemain matin, le premier signe que la tempête était passée de la possibilité à la réalité est venu de mon cousin Evan. Ce n'était pas quelqu'un qui envoyait souvent des textos. Evan était du genre à se présenter, manger, faire une conversation polie et repartir sans se mêler des drames des autres. Alors, quand son nom est apparu sur mon écran avant même que j'aie fini mon café d'hôtel, mon estomac s'est noué. Son message était court et direct. Des gens arrivent en avance. Certains ont changé leur vol. Papa a l'air paniqué. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé mon téléphone comme s'il avait un poids. En avance signifiait l'imprévu. En avance signifiait qu'il n'y aurait pas de délai de grâce pour que papa prétende avoir les choses sous contrôle. En avance signifiait que la maison serait ce qu'elle était, garde-manger vide, décoration sous clé, pas de plateau de nourriture attendant dans le frigo, pas de fille calme dans la cuisine pour tout arranger. En avance signifiait que l'illusion s'effondrerait en plein jour, avec des témoins. Je me suis assise au bord du lit de l'hôtel et j'ai essayé de respirer normalement. Je me suis dit que j'étais en sécurité. Je n'étais pas en danger. Ce n'était pas une question de vie ou de mort. Mais mon corps avait été entraîné à réagir aux crises familiales comme à une alarme. Ma poitrine était serrée. Mes mains étaient agitées. Une partie de moi voulait sauter, enfiler mon manteau et retourner en courant comme je le faisais toujours. Au lieu de cela, je me suis forcé à rester immobile. J'ai pris mon téléphone et j'ai répondu à Evan. « Tu es là-bas maintenant ?» Il a répondu rapidement. « Je viens d'arriver. Il y a des voitures partout. » Je pouvais l'imaginer. L'allée de papa bondée, des gens sortant avec des valises et des housses à vêtements, le genre d'énergie d'arrivée qui remplit une maison d'attente. Je pouvais entendre les sons imaginés, des portières de voitures qui claquent, des voix qui s'interpellent, des chaussures qui tapent la neige des bottes, la chaleur des retrouvailles, la supposition facile que quelqu'un à l'intérieur s'était préparé pour eux. Ils n'arrêtent pas de demander où tu es. J'ai fermé les yeux. J'avais su que cela arriverait. Je l'avais prévu. Mais savoir quelque chose intellectuellement et l'entendre décrit en temps réel sont 2 choses différentes. Ma gorge s'est nouée d'un mélange de peur et d'autre chose, de quelque chose de plus stable, de conviction, parce que cela se passait sans moi. Le moment que j'avais toujours essayé d'éviter se déroulait exactement comme il le fallait. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était encore ma tante Nora. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis j'ai répondu, car je pouvais dire, d'après le moment, qu'elle appelait du cœur de l'incendie. Sa voix est sortie, forte et tendue,
comme si elle essayait de garder son sang-froid tout en parlant entre ses dents serrées. Elle n'a pas dit bonjour. Léna, où es-tu? Je lui ai dit calmement que j'étais hors de la ville. Il y a eu une vive inspiration à l'autre bout. As-tu la moindre idée de ce qui se passe ici? Je pouvais entendre du bruit derrière elle, des voix qui se chevauchaient, quelqu'un qui riait trop fort, quelqu'un qui posait une question, le bruit de valises roulant sur le sol dur. Cela m'a retourné l'estomac. Nora a baissé la voix. Les gens sont là. Ils sont arrivés en avance. Ils entrent et il n'y a rien. Pas de nourriture, pas de sapin, rien. Ton père est en haut en train de changer de chemise comme si ça allait arranger les choses. J'imaginais papa faire exactement ça, s'agiter sur les mauvais détails, comme si, en ayant l'air impeccable, la réalité coopérerait. Nora a continué, et son ton est passé de la panique à la frustration. Il n'arrête pas de dire que tu exagères, que tu es parti en claquant la porte. Il dit que tu as mal pris la planification des fêtes. Exagéré. Susceptible. Parti en claquant la porte. La vieille histoire. L'histoire facile. L'histoire qui faisait de lui le raisonnable et de moi l'instable. J'ai senti la chaleur monter derrière mes yeux, mais ma voix est restée stable. Leur a-t-il dit qu'il avait invité 30 personnes sans me le demander? Nora a fait une pause. Elle n'a pas répondu directement, ce qui était une réponse en soi. Il dit que tu adores recevoir, a-t-elle finalement dit. Il dit que tu prends toujours les choses en main. Il dit qu'il ne pensait pas que ce serait un problème. Bien sûr qu'il le pensait. Pendant des années, papa avait raconté mon travail comme un trait de personnalité, comme si ma volonté était une caractéristique, et non une décision. J'ai entendu quelqu'un appeler Nora en arrière-plan, puis une réponse étouffée. Elle est revenue à moi, la voix tendue. Cynthia est là. Elle vient d'entrer et a regardé autour d'elle comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Cynthia, ma tante par alliance. Techniquement, elle travaillait comme consultante en ressources humaines, le genre de femme qui pouvait s'asseoir dans une salle de conférence avec des cadres 2 fois plus grands qu'elle et les faire se tortiller avec une seule question calme. Cynthia ne criait pas. Elle ne faisait pas de scène. Elle pratiquait la responsabilité. Le simple fait d'entendre son nom a fait bondir mon pouls. Nora a chuchoté, elle pose des questions. J'ai demandé, quel genre de questions? Nora a hésité, puis a dit, le genre qui fait bégayer ton père. Avant que je puisse répondre, Nora a soudainement baissé encore plus la voix. Léna, s'il te plaît, reviens, même pour quelques heures. On peut arranger ça. Les gens ont faim. Ils sont confus. Ça devient toute une histoire. Toute une histoire. Cette phrase me terrifiait autrefois. Elle signifiait conflit. Elle signifiait des voix qui s'élèvent. Elle signifiait que les gens prenaient parti. Elle signifiait des commérages qui duraient des années. Cette fois, elle signifiait la vérité. J'ai dégluti et j'ai dit, je ne reviens pas à Nora, sais-tu. Dans le silence, j'ai entendu quelqu'un en arrière-plan demander où étaient les apéritifs. Quelqu'un d'autre a demandé les plans pour le dîner. Le bruit d'une porte de réfrigérateur qui s'ouvre et se ferme. Un placard qui claque. Puis Nora a repris la parole, plus doucement maintenant. Il est embarrassé. J'ai dit, il devrait l'être. C'était la première fois que je disais quelque chose comme ça à voix haute. Je m'attendais à ce que ma voix tremble, mais non. Elle est sortie, calme, comme un fait. Nora a expiré comme si elle avait retenu son souffle. Je dois y aller, a-t-elle dit. J'avais juste besoin de savoir si tu venais vraiment. Je lui ai dit non encore une fois, gentiment, et j'ai mis fin à l'appel. Je suis resté assise là, à regarder le mur un moment, mon café refroidissant sur la petite table de l'hôtel. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de culpabilité, mais de l'adrénaline de refuser enfin de sauver tout le monde. Mon téléphone a vibré avec un nouveau texto. Cette fois, d'Evan. Papa essaie d'agir normalement. Il n'arrête pas d'offrir de l'eau aux gens comme si ça comptait comme recevoir. J'ai presque souri malgré moi. Puis un autre message est arrivé. Il dit que tu fais du cinéma, que tu vas te calmer et arriver plus tard. Voilà, l'hypothèse. Même maintenant, même au milieu du désordre, il croyait toujours que ma limite était temporaire. Il croyait toujours que mon nom était une humeur, et non une décision. J'ai pris une lente inspiration et je me suis rappelé les étagères du garde-manger que j'avais vidées,
le clic de la serrure sur la porte de la chambre d'amis, l'annulation du service de nettoyage. Ce n'étaient pas des gestes dramatiques. Ils étaient pratiques. Ils étaient définitifs. Un peu plus tard, j'ai reçu un message de quelqu'un d'autre, ma cousine Marlène, qui ne me contactait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Son texto était chargé d'une fausse inquiétude. « Tu vas bien ? Papa dit que tu t'es fâché pour rien. » Pour rien. J'ai fixé cette phrase jusqu'à ce que ma mâchoire se crispe. Je n'ai pas répondu. Puis, de manière inattendue, Cynthia m'a appelé. J'ai hésité. Cynthia et moi n'étions pas proches, mais elle était perspicace, et je ne voulais pas être du mauvais côté de ses conclusions. Pourtant, quelque chose en moi voulait entendre sa voix. Je voulais savoir ce qu'elle voyait en entrant dans la scène que j'avais quittée. J'ai répondu. Cynthia n'a pas perdu de temps. Léna, es-tu en sécurité ? Oui, ai-je dit. Bien. Alors dis-moi une chose, dit-elle, calme comme toujours. As-tu dit à ton père que tu ne le ferais pas ? J'ai pris une inspiration. Je lui ai dit que je ne serais pas là. Je lui ai dit que je partais en voyage. Je lui ai laissé une note. Cynthia a fait une pause. Et il a quand même invité tout le monde ? Oui. Une autre pause, le genre de pause qui donne l'impression que quelqu'un prend des notes dans sa tête. Je pouvais entendre des voix derrière elle, étouffées mais tendues. Puis Cynthia a repris la parole, toujours calme. Ton père dit aux gens que tu exagères. Il dit que tu es parti en colère parce qu'il t'a demandé de l'aide. J'ai senti mon visage s'empourprer de colère. Il n'a pas demandé. Le ton de Cynthia est resté égal. Je m'en doutais. C'est pour ça que j'appelle. Parce que je suis dans la cuisine de ton père, et il n'y a pas de nourriture, et il n'y a pas de décoration, et les gens regardent autour d'eux comme si quelqu'un était mort. J'ai dégluti difficilement. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Cynthia a continué, je veux comprendre quelque chose avant de dire ce que je pense à voix haute. Qui paie habituellement pour tout ça ? La question a retenti comme une cloche dans une pièce silencieuse. Qui paie habituellement ? Pas qui cuisine, pas qui nettoie. Qui paie ? Ma gorge s'est nouée. J'ai dit la vérité. C'est moi. Cynthia a émis un son doux, comme si ses soupçons avaient été confirmés. C'est ce que je pensais. Elle n'a pas accusé. Elle n'a pas haleté. Elle a juste absorbé, de la manière dont elle absorbait probablement des vérités inconfortables toute la journée dans son travail. J'ai ajouté avec précaution, je ne suis pas riche. Je n'ai juste jamais voulu que ce soit un combat. La voix de Cynthia s'est légèrement adoucie. Je sais. C'est généralement celui qui déteste les conflits qui se retrouve à tout porter. J'ai fermé les yeux, car cette phrase me donnait l'impression que quelqu'un m'avait vu clairement pour la première fois depuis des années. En arrière-plan, quelqu'un a demandé à Cynthia où était le vin. Elle leur a répondu sans couvrir le téléphone, leur disant de lui donner 1 minute. Puis elle est revenue à moi. Léna, dit-elle, est-ce que ton père a contribué financièrement cette année, ou n'importe quelle autre année ? J'ai expiré brièvement. Pas vraiment. Il achète quelques produits de base, mais les grosses choses, les choses spéciales, les choses haut de gamme. Ça a été moi. Cynthia est restée silencieuse un moment. Je pouvais presque l'entendre organiser les informations, les transformer en un schéma simple et indéniable. Puis elle a dit, je vais lui demander ça devant tout le monde. Mon cœur a bondi. Cynthia, tu n'es pas obligée. Si, a-t-elle répondu, parce qu'il fait de toi le problème, et je ne vais pas le laisser réécrire la réalité juste parce que c'est inconfortable. Les mots m'ont frappé durement, non pas parce qu'ils étaient dramatiques, mais parce qu'ils étaient vrais. Pendant des années, papa avait réécrit la réalité, s'appropriant mes efforts, faisant comme si mon argent n'existait pas, prenant mon temps et le faisant passer pour de l'enthousiasme. Cynthia a continué, toujours aussi calme. Je ne te dis pas de revenir. Je te dis de rester où tu es. Laisse les choses se dérouler. Laisse les gens qui ont bénéficié de ton silence s'asseoir dans l'inconfort pour une fois. J'ai senti mes yeux piquer et j'ai cligné rapidement. Merci, ai-je dit, et ma voix s'est légèrement brisée. Cynthia n'en a pas fait toute une histoire. Elle a simplement dit, tu n'aurais pas dû avoir à faire ça seule pendant si longtemps. Puis elle a raccroché. Je suis resté assise là, dans la chambre d'hôtel, mon téléphone à la main,
sentant que l'air avait changé. Quelque chose d'important s'était produit, et cela n'avait rien à voir avec la nourriture ou les décorations. Pour la première fois, quelqu'un avait mentionné l'argent à voix haute. Quelqu'un avait posé la question que j'avais été trop poli, trop craintive, trop entraînée à ne pas poser. Qui paie habituellement pour tout ça? De retour chez papa, cette question ne resterait pas privée. Elle se répandrait dans la pièce, changeant la façon dont les gens regardaient les tables, les comptoirs vides, le manque d'effort. Elle déplacerait le blâme de mon absence vers les attentes qui avaient créé cette absence en premier lieu. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un texto d'Evan. Cynthia vient de lui poser des questions sur l'argent. Il avait l'air d'avoir avalé une pierre. J'ai fixé le message, mon cœur battant la chamade. Puis un autre message. Les gens sont devenus silencieux. Genre, vraiment silencieux. J'ai posé lentement mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre. Le parking de l'hôtel était ordinaire. Quelques voitures, une femme promenant un chien. Rien de dramatique. Pourtant, dans mon esprit, je pouvais voir le salon de papa. Les parents réunis, l'air changeant. Pour la première fois, l'argent n'était pas quelque chose que je portais en silence. Il était sur la table, juste à côté du dîner manquant, juste à côté du garde-manger vide, juste à côté de la vérité que personne ne pouvait ignorer. Je n'ai pas entendu directement ce qui s'est passé ensuite. Je n'étais pas dans la pièce. Mais au cours des heures suivantes, mon téléphone est devenu une fenêtre silencieuse sur ce qui s'est déroulé, message par message, voix par voix, alors que la famille que j'avais passé des années à maintenir unie a finalement arrêté de faire semblant. La première mise à jour est venue à nouveau d'Evan. Des phrases courtes, saccadées, comme s'il tapait en se tenant dans un coin, observant quelque chose d'inconfortable mais d'important. Cynthia n'a pas lâché l'affaire. Puis, quelques minutes plus tard, elle lui a demandé sans détour, qui a payé les fêtes passées? Je me suis assise au bord du lit de l'hôtel, les mains jointes sur mes genoux, fixant le tapis comme s'il pouvait bouger si je le regardais assez longtemps. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur cette fois, mais avec quelque chose de plus proche de l'émerveillement. C'était vraiment en train de se passer. La question que j'avais ravalée année après année était prononcée à voix haute devant tout le monde. Un autre message est arrivé, celui-ci plus long. Nora a pris la parole. Je pouvais clairement imaginer Nora. Elle n'était pas de nature conflictuelle. Elle aimait l'harmonie. Elle aimait les angles arrondis. Pour qu'elle prenne la parole, il fallait que le sol ait suffisamment bougé pour que le silence semble pire que le conflit. Plus tard dans la soirée, Nora m'a appelé. Sa voix semblait fatiguée, comme si elle avait vieilli de quelques années en un après-midi. Elle n'a pas commencé par des politesses. Léna, dit-elle, ça a tourné à quelque chose que je n'attendais pas. Je lui ai demandé, que s'est-il passé? Elle a pris une inspiration. Cynthia a demandé, qui a payé? Ton père a essayé d'esquiver. Il a dit des choses comme, on participe tous et ça s'arrange. Et puis elle a demandé à nouveau, plus directement. Nora a hésité. Et j'ai dit ton nom. Ma poitrine s'est serrée. J'ai dit que tu ne faisais pas que cuisiner et nettoyer. Tu payais, encore et encore. J'ai dit que je t'avais vu passer ta carte. J'ai dit que je n'avais jamais vu ton père te rembourser. Entendre ça a fait craquer quelque chose en moi. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que c'était comme une libération, comme un poids enfin déposé. Nora a continué. Après ça, d'autres personnes ont commencé à parler. Tu te souviens du Noël avec le plateau de fruits de mer? Quelqu'un s'est souvenu de l'année avec les desserts raffinés. Une autre personne a mentionné le vin dont on se vantait toujours. Je pouvais l'entendre maintenant dans mon esprit, la pièce rejouant de vieilles scènes avec un nouveau regard, des moments qui avaient autrefois semblé festifs étant maintenant réexaminés comme des transactions, efforts, coûts, sacrifices. Nora a dit, quelqu'un a demandé pourquoi tu avais toujours l'air épuisé à la fin de la soirée. Quelqu'un d'autre a dit qu'il pensait que tu aimais juste être occupé. J'ai ri doucement à ça, un son sans humour. Occupé. Ce mot avait été utilisé pour effacer mon travail pendant des années. Puis Nora m'a parlé du moment qui a tout changé. Cynthia a dit quelque chose qui a rendu la pièce complètement silencieuse. Je me suis penché en avant. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit, la générosité n'est pas une obligation. Les mots ont eu un poids, même à travers le téléphone. La générosité n'est pas une obligation. Simple, clair, impossible à contester,
a dit Nora. Après ça, personne ne savait vraiment quoi dire. C'était comme si tout le monde réalisait en même temps qu'ils avaient profité de quelque chose qu'ils n'avaient jamais reconnu. J'ai imaginé papa assis là, entouré de gens qu'il voulait impressionner, soudainement dépouillé du récit qu'il avait toujours protégé. Pas de cris, pas d'accusation, juste une vérité silencieuse et indéniable s'installant dans la pièce. J'ai demandé à Nora ce que papa avait fait. Elle a fait une longue pause. Il n'a pas dit grand-chose. Il n'a pas nié. Il est juste devenu silencieux. Ça me disait tout. Papa n'était pas quelqu'un qui restait silencieux quand il croyait avoir raison. Son silence n'était pas de l'humilité, mais une mise à nu. Il n'y avait rien qu'il puisse dire sans aggraver les choses, aucune façon d'expliquer des années d'hypothèses et de droits acquis une fois que l'argent avait été nommé. Nora a soupiré. Il avait l'air petit, Lena. Je ne veux pas dire faible, je veux dire acculé, comme si l'histoire qu'il s'était toujours racontée ne fonctionnait plus. J'ai ressenti une étrange douleur dans ma poitrine. Pas de triomphe, pas de pitié exactement, quelque chose de plus compliqué. Papa était toujours mon père. Je ne voulais pas qu'il soit humilié. Je voulais juste qu'il arrête de m'utiliser. Nora a continué. Quelqu'un a dit, peut-être qu'on aurait dû aider davantage. Quelqu'un d'autre a demandé pourquoi tout te tombait toujours dessus. C'est devenu inconfortable. Tant mieux, ai-je pensé. Ça aurait dû être inconfortable il y a des années. Plus tard dans la soirée, un autre appel est arrivé. Cette fois, de ma cousine Marlène. Son ton était très différent d'avant, moins poli, moins sur la défensive. Elle a dit, « Je n'ai jamais réalisé que tu payais pour tout ça. Je pensais que c'était papa qui s'en occupait. Je suis désolé. » Je l'ai remercié. Non pas parce que les excuses arrangeaient quoi que ce soit, mais parce qu'il était important que ce soit dit. Puis Evan a de nouveau envoyé un texto. Papa est monté à l'étage. Il a dit qu'il avait besoin d'air. Je l'ai imaginé, debout seul dans sa chambre, le bruit de la maison étouffé en bas, finalement confronté à la réalité que le confort dont il jouissait avait un coût pour quelqu'un d'autre. Pour moi. Je ne me sentais pas victorieuse. Ce que je ressentais, c'était d'être ancré, comme si la vérité avait enfin atteint la surface et ne pouvait plus être repoussée. Le message suivant est arrivé plus tard, après que les choses se soient calmées dans un silence précaire. Les gens ont commandé des pizzas. J'ai souri doucement à ça. Des pizzas. Des assiettes en carton. Pas de fanfare, pas de performance, juste de la nourriture pour passer la soirée. Evan a ajouté, c'est étrangement plus calme maintenant. C'était logique. Une fois l'illusion brisée, il n'y avait plus rien à maintenir. Personne ne se démenait pour sauver les apparences. Personne n'était silencieusement plein de ressentiment dans la cuisine. Nora m'a appelé une dernière fois avant de se coucher. Je voulais que tu saches, dit-elle, que ce que tu as fait n'a rien gâché. Ça a exposé quelque chose qui devait être vu. Je l'ai remercié, la voix épaisse. Après avoir raccroché, je suis resté assis seul dans la chambre d'hôtel silencieuse, les lumières tamisées, la ville bourdonnant faiblement à l'extérieur de la fenêtre. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais imaginé me défendre et où j'avais été malade de peur, à toutes les façons dont je croyais que cela exploserait en chaos. Au lieu de cela s'est déroulé lentement, maladroitement, honnêtement. L'autorité de papa dans cette pièce ne s'est pas effondrée parce que quelqu'un lui a crié dessus. Elle s'est effondrée parce que la vérité a finalement été dite en langage clair, sans colère, sans drame. Il s'était appuyé sur mon silence pour garder son image intacte. Sans cela, il n'y avait plus rien sur quoi se tenir. Je me suis allongé sur le lit et j'ai regardé le plafond, sentant l'épuisement me rattraper, mais aussi autre chose, quelque chose comme la paix. Pour la première fois, le fardeau n'était pas seulement le mien. L'histoire avait changé, et il n'y avait pas de retour en arrière. Le lendemain matin, Noël est arrivé tranquillement pour moi. Pas de réveil, pas de liste de courses scotchées au frigo, pas de voix appelant mon nom depuis une autre pièce pour demander où se trouvait quelque chose. Je me suis réveillé dans le lit de l'hôtel, enveloppé dans des draps blancs et propres, du genre qui ne sentait pas la nourriture brûlée ou le stress. Pendant un instant, je ne me suis pas souvenu où j'étais, puis si, et mon corps s'est détendu d'un seul coup. J'ai fait du café avec la petite machine près de la fenêtre et je suis resté là, à regarder la ville se réveiller. Quelque part en ville, ma famille se réunissait. Ailleurs, les traditions se réorganisaient sans que je les maintienne en place.
Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Un message d'Evan. Noël est différent. C'est tout ce qu'il disait. J'ai souri faiblement et j'ai bu une gorgée de café. Différent ne voulait pas dire gâché. Ça voulait dire altéré. Et parfois, altéré était mieux. Un peu plus tard, un autre message est arrivé, cette fois de Nora. On mange des pizzas. Des assiettes en carton. Quelqu'un a oublié les serviettes, alors on utilise du papier absorbant. Je pouvais l'imaginer parfaitement. La longue table à manger, dépouillée de son drame habituel. Pas de couverts soigneusement disposés. Pas de centre de table. Pas de bouteilles de vin alignées comme des trophées. Juste des boîtes empilées au milieu, la graisse imprégnant le carton, les gens prenant des parts et s'asseyant là où il y avait de la place. Nora a ajouté, personne ne semble contrarié. C'est ça qui m'a serré la poitrine. Pendant des années, papa avait insisté pour que tout soit parfait, que la nourriture soit impressionnante, que l'apparence compte. Il l'avait présenté comme de l'hospitalité, comme de la fierté. Mais sans mon travail et mon portefeuille pour aplanir chaque détail, quelque chose d'intéressant s'était produit. Les attentes s'étaient évaporées. Evan a envoyé une photo. Je ne l'avais pas demandé, mais il l'a envoyée quand même. Je l'ai ouverte lentement. Le salon semblait plus petit, en quelque sorte. Des chaises pliantes installées là où elles pouvaient. Des enfants assis en tailleur sur le sol. Quelques cousins appuyés contre le comptoir. Personne n'était sur son 31. Personne ne jouait un rôle. Quelqu'un riait en arrière-plan. J'ai regardé cette photo plus longtemps que prévu. Un autre message est arrivé de Marlène. Honnêtement, c'est plutôt agréable. Moins de pression. Moins de pression. Cette phrase a résonné dans mon esprit. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone a sonné. C'était encore Nora. Sa voix semblait plus légère que la veille. Les gens parlent vraiment, dit-elle. Pas seulement pour complimenter la nourriture ou demander où tu as trouvé les choses. Juste pour parler. Je lui ai demandé comment allait papa. Elle a fait une pause. Il est plus silencieux que d'habitude, mais il n'est pas en colère. Il observe, simplement. Observer quoi? Me suis-je demandé. Observer une version de Noël qui ne tournait pas autour de son admiration. Observer une réunion qui ne nécessitait pas que quelqu'un d'autre porte le fardeau. Nora a continué, quelqu'un a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Quoi? Ils ont dit, on n'a pas besoin de nourriture sophistiquée pour être ensemble. On n'en a jamais eu besoin. J'ai fermé les yeux. Cette phrase a touché plus profondément que toute autre chose, car elle confirmait ce que je soupçonnais depuis des années, mais que je ne m'étais jamais autorisé à croire. L'extravagance n'a jamais été pour la famille. C'était pour papa, pour son image, pour son confort, pour son sentiment de contrôle. Sans que je paie pour cela, sans que je l'exécute, l'illusion est tombée, et personne ne l'a regretté. Le reste de ma journée de Noël s'est déroulé tranquillement. J'ai fait une longue promenade. J'ai mangé des plats à emporter que j'ai choisis moi-même. J'ai lu. Je me suis reposé. J'ai fait des choses sans les chronométrer en fonction des besoins des autres. Le soir, Evan a appelé. Il semblait fatigué mais calme. Je voulais juste que tu saches, dit-il, que tout ne s'effondre pas. C'est juste plus simple. Plus simple. Le mot semblait être un cadeau. Il a ajouté, papa ne s'est pas plaint une seule fois aujourd'hui. Ni de la nourriture, ni de l'organisation. Ça m'a surprise plus que tout. Peut-être parce que se plaindre aurait nécessité d'admettre qu'il s'attendait à plus, d'admettre que ce plus venait généralement de moi. Quand l'appel s'est terminé, je me suis assise et j'ai laissé le silence remplir la pièce. Quelque part en moi, une croyance tenace s'est enfin relâchée. J'avais cru que sans mes efforts, les choses s'effondreraient, que j'étais le ciment, la seule à maintenir la famille unie. Mais Noël était passé, et le monde ne s'était pas arrêté. Ce qui avait disparu, ce n'était pas l'amour, ni les liens. Ce qui avait disparu, c'était l'excès. Et avec lui, la règle tacite selon laquelle j'étais responsable du confort de tous les autres. À la tombée de la nuit, j'ai réalisé autre chose. La perfection que papa exigeait n'avait jamais été une valeur familiale. C'était une norme personnelle qu'il me sous-traitait. Sans mon argent, sans mon travail, cette norme n'existait plus, et personne ne la réclamait.
J'ai éteint mon téléphone et je me suis assise dans le silence, sachant que la prochaine conversation avec papa serait différente, car quelque chose de fondamental avait déjà changé. L'histoire que nous nous étions tous racontée n'avait plus de sens. Et cette vérité, une fois vue, ne pouvait être ignorée. Je suis resté une nuit de plus à l'hôtel, non pas parce que je me cachais, mais parce que j'avais besoin de laisser la nouvelle réalité s'installer avant de retourner dans l'ancienne. Je savais que si je revenais trop vite, je retomberais dans mon rôle habituel par habitude. Je commencerais à arranger les choses sans réfléchir. Je m'excuserais pour l'inconfort des autres. J'aplanirais des angles qui ne m'appartenaient pas. Alors, j'ai pris mon temps. Le lendemain de Noël, je me suis réveillé tôt et je suis retourné vers Columbus, la radio éteinte. Les routes étaient calmes, bordées de taches de sel et de lumière de Noël restantes. Mon esprit dérivait sans cesse vers l'image qu'Evan avait envoyée. Tout le monde mangeant de la pizza, riant, assis là où il y avait de la place. La simplicité de la scène avait été comme une leçon que j'étais encore en train d'apprendre. Quand je suis entré dans l'allée de papa, mon estomac s'est quand même noué. La mémoire musculaire ne disparaît pas du jour au lendemain. Cette maison portait encore des années d'attente, et je sentais mon corps se préparer à redevenir la version de moi qui faisait tourner les choses. Je suis resté assise dans ma voiture un moment, les mains sur le volant, respirant lentement. Puis je suis sorti et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Papa l'a ouverte avant que je puisse frapper. Il avait l'air différent de ce qu'il avait au téléphone. Pas en colère, pas dramatique, juste fatigué. Ses cheveux étaient un peu plus en désordre que d'habitude, et ses yeux avaient ce regard meurtri que les gens ont après une longue journée à faire semblant d'aller bien. Il s'est écarté pour me laisser entrer. La maison sentait légèrement la pizza rassis et le café. Pas désagréable, juste réel. Le salon portait les signes de la présence de personnes, quelques assiettes en carton dans la poubelle, des manteaux drapés sur une chaise, une couverture pliée sur le canapé. On sentait que l'endroit avait été vécu, pas mis en scène. Papa s'est raclé la gorge comme s'il allait commencer par une plainte, puis s'est arrêté. Il a juste dit, « Tu es de retour ». J'ai hoché la tête. Je suis de retour. Il y a eu une pause. Nous sommes restés là, à nous regarder, tous les deux conscients que nous ne parlions pas seulement de ma présence physique. Nous parlions de ce qui avait changé. Il a fait un geste vers la cuisine, et je l'ai suivi. Les comptoirs étaient vides. Pas de plateau de service, pas de restes sophistiqués bien emballés dans des contenants, aucune preuve d'un festin qui avait pris des jours à préparer. Ça ressemblait à une cuisine normale après une fête normale. Pas une performance. Papa a pris la cafetière et s'est versé une tasse, puis m'a jeté un coup d'œil comme pour me demander si j'en voulais une. Pendant des années, j'aurais automatiquement dit oui, puis je me serais levé pour la faire moi-même. Cette fois, j'ai dit non merci et je suis restée assise. Ce petit moment comptait plus qu'il n'aurait dû. Papa s'est assis en face de moi à la table de la cuisine, les doigts enroulés autour de sa tasse, les épaules légèrement affaissées, comme s'il les avait maintenues droites exprès et qu'il était enfin fatigué. Il a parlé le premier. Ça a dérapé, a-t-il dit. J'ai attendu. Je n'ai pas rempli le silence. Je ne l'ai pas sauvé avec des excuses. Il a pris une inspiration. Les gens sont arrivés tôt. Je ne m'y attendais pas. Je n'avais pas de plan. J'ai hoché la tête une fois. Papa a baissé les yeux sur son café, puis les a relevés. Cynthia a laissé entendre que j'abusais de toi. Les mots étaient prudents. Pas une confession, pas des excuses, mais une reconnaissance que l'accusation existait. J'ai dit doucement, papa, c'est le cas. Sa mâchoire s'est crispée une seconde. Il a eu l'air de vouloir protester, puis s'est retenu. Je n'y avais pas pensé comme ça, a-t-il dit. Je me suis juste habitué à ce que tu t'occupes de tout. Voilà. Pas de la méchanceté, de l'habitude. Un sentiment de dû, enveloppé dans la familiarité. Je sentais mon cœur battre dans ma gorge, mais j'ai gardé une voix stable. Si habitué ne rend pas ça juste. Papa a expiré par le nez, et pendant un instant, il a semblé plus vieux que dans mon souvenir. Il a regardé au-delà de moi, vers le comptoir vide, comme s'il pouvait voir tous les repas qui y apparaissaient autrefois sans qu'il comprenne comment. Je n'ai pas pensé au coût, a-t-il finalement dit. Je veux dire, je savais que ça coûtait de l'argent, mais je n'ai pas fait le lien. Je n'ai pas réalisé à quel point. Il semblait embarrassé de le dire, comme si admettre son ignorance était humiliant.
J'ai failli m'adoucir par instinct, le vieux réflexe qui vous dit de faire en sorte que vos parents se sentent mieux. Mais je me suis arrêté. Le réconforter nous aurait fait retomber directement dans le même schéma où je gère ses sentiments et où il n'apprend rien. Alors, je lui ai dit la vérité. J'ai payé pour plus que tu ne le penses, papa. J'ai payé parce que tu voulais que les choses soient sophistiquées. Tu voulais que ce soit haut de gamme. Tu voulais que les gens soient impressionnés. Et chaque fois que j'ai essayé de parler d'un budget, tu m'as dit de ne pas être radine. Les yeux de papa se sont détournés, puis sont revenus. Il n'a pas nié. Je sentais l'air dans la pièce changer. Pas tendu de manière explosive, mais tendu de manière réelle. Je tenais les comptes parce que c'était ma vie. C'était mon argent, et je continuais à espérer que ça cesserait d'être un fardeau. Papa a fixé sa tasse un long moment. Le silence s'est étiré. Je pouvais entendre le faible tic-tac d'une horloge quelque part dans la maison. Ça m'a rappelé toutes les heures silencieuses que j'avais passées à préparer la nourriture pendant que tout le monde parlait dans l'autre pièce. Papa s'est de nouveau raclé la gorge. Nora m'a dit que tu avais annulé le service de nettoyage. Oui, ai-je dit. Il a levé les yeux, surpris par ma franchise, comme s'il s'attendait à ce que je me justifie. Je ne l'ai pas fait. Il a hoché la tête lentement. Je suppose que je n'avais pas réalisé que tu payais pour ça non plus. Je n'ai pas dit, je te l'avais bien dit. Je n'ai pas dit, tu aurais dû le remarquer. J'ai simplement dit, je payais pour beaucoup de choses, papa. Il s'est frotté le front avec le talon de la main, un geste que je me souvenais de mon enfance, généralement réservé au moment où il se sentait dépassé. À l'époque, maman serait intervenue pour arranger les choses. Maintenant, maman n'était plus là. Et papa était confronté à un malaise qu'il ne pouvait plus déléguer à quelqu'un d'autre. Il m'a regardé et sa voix était plus basse. Les gens ont demandé où tu étais. J'ai soutenu son regard. Qu'est-ce que tu leur as dit? Il a hésité. Je leur ai dit que tu étais contrarié, que tu avais surréagi. Il y avait de la honte sur son visage en le disant, comme s'il s'était entendu à travers les questions de Cynthia et avait reconnu la cruauté de la chose. J'ai hoché la tête une fois. C'est ce que tu fais toujours quand je dis non. Tu ramènes ça à mon humeur au lieu de tes attentes. Papa a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Il n'a pas discuté. Il a simplement écouté, et ça seule, c'était comme un changement. J'ai pris une inspiration. Papa, j'ai besoin que tu entendes ça. Je ne ferai plus ça. Je ne paierai plus pour les fêtes. Je ne financerai pas un Noël haut de gamme pour que tu aies l'air généreux. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, non pas de colère, mais de surprise, comme s'il ne s'attendait pas à ce que la conversation soit aussi claire. J'ai continué, en gardant un ton calme. Si tu veux recevoir, alors tu reçois. Tu planifies. Tu établis un budget. Si tu veux de l'aide pour cuisiner, tu peux demander, et je déciderai si je peux, mais je ne suis pas l'option par défaut. Et ma carte de crédit ne fait pas partie de la tradition. Papa a cligné des yeux plusieurs fois. Je pouvais le voir assimiler. C'était probablement la première fois que je lui parlais comme une adulte, posant des conditions, au lieu d'une fille demandant la permission. Il a bougé sur sa chaise. Et alors? On arrête de fêter Noël? J'ai secoué la tête. Non, on peut toujours fêter Noël, mais ce sera réaliste. Ce sera partagé. Ce sera dans les limites d'un budget sur lequel nous nous serons mis d'accord à l'avance. Et si tu invites une foule, tu dois être prêt à gérer ce qui va avec. Papa a fixé la table. Puis il a demandé doucement, et si je ne peux pas? La question m'a surprise. Ce n'était pas de la manipulation. Ça sonnait comme de la vulnérabilité, ou du moins ce qu'il pouvait en approcher de plus près. J'ai répondu honnêtement. Alors tu invites moins de gens, ou tu fais un repas partage, ou tu commandes de la nourriture, ou tu ne reçois pas. Il y a des options, mais l'option où tu exiges la perfection et où je paie pour ça est révolue. Sa mâchoire s'est de nouveau crispée et je me suis préparé à la colère. Au lieu de ça, il a expiré lentement. Cynthia a dit quelque chose, a-t-il admis. Elle a dit que je te traitais comme du personnel. Il m'a regardé comme s'il attendait que je la contredise pour qu'il se sente mieux. Je ne l'ai pas fait. Il a hoché la tête une fois, presque pour lui-même. Je n'ai pas aimé entendre ça. J'ai gardé une voix stable. Je n'ai pas aimé le vivre. Ça a fait mouche.
Je pouvais le dire parce que le visage de papa a changé. Pas de façon spectaculaire, pas avec des larmes, mais avec une reconnaissance silencieuse que ce n'était pas un malentendu. C'était un schéma. Il a posé sa tasse et s'est frotté les mains comme pour les réchauffer. « Je ne veux pas que tu te sentes utilisé », a-t-il dit. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé la phrase en suspens, car l'intention n'est pas la même chose que l'impact. Finalement, j'ai dit, « Alors ne m'utilise pas », papa a dégluti. Il a jeté un coup d'œil vers la porte du garde-manger, l'endroit où les étagères avaient été pleines à mon arrivée quelques jours plus tôt. Le vide était un rappel physique qu'il ne pouvait pas contester. Il m'a regardé de nouveau, et sa voix était prudente. « Alors, si on fait quelque chose l'année prochaine, on en parle d'abord. » « Oui, ai-je dit. On en parle d'abord. Et on parle d'argent d'abord aussi, pas après. » Il a hoché la tête à nouveau, plus lentement cette fois. Dans ce hochement de tête, j'ai senti le transfert de contrôle. Pas une prise de pouvoir, pas une vengeance, juste un équilibre, revenant à une relation qui avait été déséquilibrée pendant trop longtemps. Papa avait l'air fatigué, mais il n'avait plus l'air sur la défensive. Il avait l'air de quelqu'un qui était à court de raccourcis et qui voyait enfin le travail derrière ce qu'il tenait pour acquis. Il s'est raclé la gorge. « Tu restes pour dîner ce soir ?» J'ai fait une pause, non pas parce que je ne savais pas ce que je voulais, mais parce que je voulais le choisir consciemment. J'ai dit, « Je peux rester un petit moment, mais je ne cuisine pas. » Papa a esquissé un petit sourire réticent, le premier signe de quelque chose de plus léger. « On peut commander quelque chose ?» a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Ça me va. Nous sommes restés assis là un moment de plus, la cuisine silencieuse, l'air portant encore l'odeur du café et du Noël ordinaire d'hier. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas haut de gamme. Ce n'était pas mis en scène. C'était réel. C'est le mot qui m'est resté après avoir quitté la maison de papa cette nuit-là. Réel. Pas parfait, pas impressionnant, pas mis en scène pour l'approbation, juste réel. Et pour la première fois, j'ai réalisé que c'était la surprise que papa n'oublierait jamais. Les semaines après Noël se sont écoulées tranquillement. Pas de retombées dramatiques, pas d'appels téléphoniques criards, pas de messages culpabilisants me demandant de réparer quelque chose. Le silence était différent cette fois. Il n'était pas lourd. Il était respectueux. Papa ne m'a rien demandé de rembourser. Il n'a pas mentionné le coût de la pizza, des serviettes en papier ou de la gêne de ce jour-là. Il n'a pas parlé d'argent du tout. Et cela m'en a dit plus que n'importe quelle excuse n'aurait pu le faire. En janvier, il a appelé pour me demander comment allait le travail, pas pour me demander ce que je cuisinerais ensuite, pas pour me demander si je pouvais aider avec quelque chose, juste pour me demander comment j'allais. Cette conversation à elle seule était la preuve que quelque chose avait changé. Le printemps est venu et est reparti. Les anniversaires sont passés. Les réunions de famille ont eu lieu de manière plus petite et plus silencieuse. Parfois, papa recevait. Parfois, c'était quelqu'un d'autre. Et à chaque fois, il y avait une conversation au préalable. Quel est le plan? Quel est le budget? Qui apporte quoi? Des questions simples qui, d'une manière ou d'une autre, n'avaient jamais été posées auparavant. La première fois que papa m'a demandé directement combien je voulais contribuer, j'ai presque ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si inhabituel. Je lui ai dit ce avec quoi j'étais à l'aise. Il a dit, d'accord. Et c'est tout. Pas de pression, pas de commentaires sur le fait d'être avare, pas d'attente superposée d'obligations. C'était la vraie surprise. Quand il y avait moins de monde, moins de décoration, le menu était plus simple. Il n'y avait pas de vin cher, pas de demande haut de gamme, pas de course de dernière minute qui me laissait épuisée et pleine de ressentiment. Les coups étaient partagés. La nourriture était partagée. Personne ne donnait d'ordre aux autres. Papa a cuisiné un plat lui-même. Je l'ai observé dans la cuisine, se déplaçant plus lentement que dans mes souvenirs, lisant les instructions sur son téléphone, posant des questions sans embarras. J'ai aidé quand je le voulais. Je me suis retiré quand je ne le voulais pas, et personne n'a rien supposé. Ce Noël n'a pas brillé comme les anciens. Il n'a impressionné personne de l'extérieur. Mais autre chose s'est produit à la place. Les gens sont restés plus longtemps à table. Ils ont plus parlé. Ils ont ri sans jeter un coup d'œil vers la cuisine. J'ai remarqué que papa me regardait une fois, non pas avec attente,
mais avec quelque chose de plus proche de la conscience, comme s'il me voyait comme une personne dans la pièce, et non comme l'infrastructure qui la maintenait. Plus tard, il a dit, c'est différent. J'ai hoché la tête. Ça l'est. Il n'a pas discuté. C'est là que j'ai compris la vérité qu'il m'avait fallu des années pour apprendre. Partir n'était pas une vengeance. Le silence n'était pas la punition. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas posé d'ultimatum. Je n'ai pas exigé d'excuses. J'ai simplement retiré mon argent, mon travail et mon WIB automatique. Et tout s'est réarrangé autour de cette absence. Papa n'a jamais oublié ce Noël, non pas parce qu'il s'est effondré, mais parce qu'il lui a montré quelque chose qu'il ne pouvait ignorer, que le luxe qu'il exigeait avait toujours été subventionné par mon silence, que la générosité n'est pas une obligation, et que l'amour ne vient pas avec une facture jointe. Quant à moi, j'ai changé aussi. J'ai arrêté de mesurer ma valeur à la quantité que je pouvais donner. J'ai arrêté de confondre le maintien de la paix avec l'amour. J'ai appris que les limites financières ne sont pas froides ou égoïstes. Elles sont nécessaires, tout comme les limites émotionnelles. Je suis toujours là pour ma famille. Je me soucie toujours d'eux. J'aide toujours. Mais je le fais avec consentement maintenant, pas sous pression, avec clarté, pas avec peur. Et ça a fait toute la différence. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, souvenez-vous de ceci, le silence peut être un pouvoir, et la vérité peut être la vengeance la plus bruyante. Dites-moi dans les commentaires ce que l'intégrité signifie pour vous et d'où vous écoutez.